Eugène-Henri Paul naît en 1848 à Paris, mais n'y vit pas longtemps. Son père, un journaliste, s'oppose au régime de l'empereur Napoléon III. Pour échapper aux répressions, sa famille s'enfuit au Pérou, le pays d'origine de sa mère. Dans ce pays d'Amérique du Sud vivent des descendants des Incas, un peuple qui va fasciner le petit Paul. Il conservera ce seul prénom. À la mort de son père, sa famille rentre en France. Paul poursuit ses études à Orléans, mais gardera de ses 7 premières années le goût des voyages et des terres lointaines. C'est ainsi qu'à 17 ans, Paul s'embarque comme matelot à bord d'un gros navire. Il quitte Le Havre pour Rio de Janeiro, au Brésil. Puis, il passe par le détroit de Magellan et découvre les îles de la Polynésie. Cette rencontre avec la nature et les habitants le marquera à jamais, tu verras. En 1868, le voici enrôlé dans la marine nationale. À bord du Jérôme Napoléon, une corvette très rapide, il participe à la guerre de 1870 contre les Prussiens et à la capture de navires ennemis. Quelle aventure! La paix revenue, Paul quitte la marine et devient agent de change à la Bourse de Paris. Il gagne de l'argent, se marie et devient père de 5 enfants. C'est la belle vie. L'un de ses collègues, Émile Schufenecker, l'initie à la peinture avant de devenir lui-même peintre. Paul le peindra dans son atelier. Un autre ami le présente à Camille Pissarro, l'un des grands peintres de l'époque. Paul profite de ses week-ends pour le rejoindre à Pontoise avec son chevalet et ses pinceaux. Puis, un beau jour, il décide de quitter son travail pour se consacrer à sa nouvelle passion. Paul décide de s'installer à Rouen, la capitale des impressionnistes, auprès de Pissarro, qui s'y trouve aussi. Mais comme il ne gagne pas assez d'argent, il doit conduire sa famille au Danemark, chez ses beaux-parents. Lui n'y reste pas longtemps. Il rentre à Paris et écrit à sa femme « Il y a 2 natures chez moi, l'Indien et la sensitive. » La sensitive, c'est le mari et le père, alors que l'Indien, c'est l'artiste marqué par son enfance au Pérou. Il peint, participe à plusieurs expositions et découvre une nouvelle forme d'art, la céramique. La nature lui manque. Gauguin part alors pour Pont-Aven, un petit village de Bretagne. 14 moulins et 15 maisons, dit un dicton. Il y passe plusieurs années et y rencontre Émile Bernard, un jeune homme de 18 ans déjà plein d'avenir. Les 2 artistes se complètent, discutent et créent en 1889 l'école de Pont-Aven. Ce n'est pas une vraie école, mais un atelier de peintre qui travaille sur la couleur, la lumière et l'ombre. Cette année-là, il immortalise l'une des aubergistes du village sous les traits de la belle Angèle. Décidément, Gauguin ne tient pas en place. Il part rejoindre le peintre Van Gogh à Arles, dans le sud de la France, où ce dernier s'est installé. Les 2 hommes se sont rencontrés à Paris et s'apprécient. Gauguin arrive le 23 octobre 1888. Mais la vie en commun est difficile. Ils se disputent, se jalousent, jusqu'à cette journée du 23 décembre, durant laquelle Van Gogh devient violent. Il saisit un rasoir, menace Gauguin, puis finalement le retourne contre lui-même et se coupe l'oreille. Il se peindra d'ailleurs ainsi. Gauguin, choqué, rentre à Paris. Quelle histoire! Après cet épisode dramatique, Gauguin veut changer de vie. Il souhaite se rapprocher de la nature originelle, loin de la civilisation. Pourquoi ne pas retourner dans les îles de Polynésie qu'il avait découvertes dans sa jeunesse? Son choix est fait. Ce sera à Tahiti. Grâce à la vente de son tableau La Belle Angèle, il peut payer son voyage vers ce pays rêvé. Là-bas, il se met à peindre en laissant la couleur envahir ses toiles. La couleur pure. Il faut tout lui sacrifier, dit-il. Le sable devient rose, la mer, parfois rouge. Gauguin peint la nature, les animaux, les femmes. Un vrai paradis. Il se remet aussi à la sculpture en utilisant le bois régional, le toa, surnommé le bois de fer. Il réalise des objets de la vie quotidienne ainsi que des statuettes, comme cette idole à la coquille en bois et coquillage, dont on connaît enfin le nom original, Till. Mais il ne cache pas sa déception devant ces îles qui ne sont que l'imitation de nos mœurs, modes, vices et ridicules civilisés.
Il repart alors en France et décide de raconter sa vision de Tahiti et ses expériences artistiques dans un livre intitulé Noa Noa, odorant, en tahitien. En 1895, Gauguin retourne à Tahiti, où il restera plusieurs années avant de gagner les Marquises en 1901. Il termine son manuscrit, Noa Noa, illustré d'aquarelles et de gravures sur bois. Il continue de peindre, bien sûr. Il réalise des toiles avec ses couleurs fétiches, rose, indigo et jaune citron. Il crée un journal, Le Sourire, et rédige un journal intime qu'il adresse à sa fille Aline. L'année de sa mort, il raconte dans son autobiographie, avant et après, ses voyages, son amour de l'art, ainsi que ses luttes et son mal-être. Gauguin est un rebelle. À plusieurs reprises, il se bat avec les mauvais garçons et a des démêlés avec la justice. En 1894, il a eu la jambe cassée lors d'une bagarre. Et il s'en est très mal remis. Alors, pour chasser la douleur, il prend des calmants. Malheureusement, le 8 mai 1903, il meurt d'une crise cardiaque. Il est enterré dans le petit cimetière de Atuona, sur l'île d'Ivaoa, dans les Marquises. À ses côtés, le tombeau du chanteur Jacques Brel, décédé en 1978, l'auteur des Marquises, l'une de ses plus belles chansons.